des acteurs économiques. Donc je suis heureux d'être ici à Lomé avec vous aujourd'hui pour discuter de ce sujet, de ces thèmes qui sont passionnants. Et je vous ai déjà dit que comme chercheur, comme universitaire, ma présence ici justement, mon rôle ce serait de jeter un regard critique et objectif, mais surtout constructif sur le modèle, le système, l'outil qui nous est proposé aujourd'hui. Donc il est question de vous dire, ayant regardé de près cet outil, comment il fonctionne, qu'est-ce qui marche là-dedans, qu'est-ce qui marche moins bien, quels sont les défis, quels sont les éléments qu'il faudrait compléter naturellement avec vos apports. Plus je pense naturellement avec le promoteur qui est ici. Le but c'est ça, c'est de présenter et puis de voir dans quelle mesure, avec vos regards qui sont extérieurs, quels sont les éléments qui peuvent permettre de profiter et d'améliorer le modèle. Parce que naturellement, la perfection, on le sait, n'est pas de ce monde. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je vais intervenir aujourd'hui pour vous dire comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche moins bien, quels sont les défis que ça peut rencontrer naturellement. Et avant de commencer, moi je voudrais vous raconter juste une petite histoire. Alors, le 15 septembre 2008, vous savez bien que le cœur de la finance était ébranlé. 15 septembre 2008, c'est la chute, c'est la faillite de Lehman Brothers. L'État américain, le gouvernement des États-Unis laisse tomber Lehman Brothers, qui était l'une des plus grosses banques américaines. Et on sait tous ce qui est arrivé par la suite. Chute de Lehman Brothers, ça fait crise de confiance, crise du marché hypothécaire, crise bancaire, crise du marché interbancaire, crise boursière, crise financière, crise économique finalement. On sait tous quels ont été les effets néfastes, quelles ont été les répercussions. Ce sur quoi je veux qu'on s'attarde, ce sont les recettes, les solutions que les gouvernements ont voulu apporter à cette crise-là. Après, je vous dirai pourquoi je commence par cet exemple. Vous voyez qu'il y a une transposition parfaite qui peut être faite compte tenu du contexte actuel et puis des solutions qu'on veut apporter. Pour éradiquer la crise financière, la crise économique, qu'est-ce qu'on a proposé? Au niveau des pays déjà, quand on regardait les gouvernements qui étaient socialistes, les gouvernements de gauche, et quand on regardait les gouvernements de droite, on voyait bien qu'à gauche, les gens se disaient pour sortir de la crise, il faut de la consommation, il faut injecter beaucoup d'argent dans l'économie, il faut donner du pouvoir d'achat aux ménages, il faut que les gens consomment, il faut que ça marche. Alors à droite, les gens disaient oui, mais vous le dites, c'est bien sympa ce que vous dites, il faut donner de l'argent aux gens qui consomment, mais le problème c'est qu'il faut regarder à plus long terme. La croissance va redémarrer si on donne vraiment du pouvoir d'achat aux gens. Le pouvoir d'achat qu'on donne aux gens, ce n'est pas de leur donner un chèque tout de suite, c'est de faire beaucoup d'investissements, d'injecter beaucoup d'argent dans l'économie, de construire, de lancer des travaux. Et ce sont ces travaux qui vont créer des emplois durables. Et avec des emplois durables et stables, les gens auront des revenus qu'ils pourront naturellement utiliser dans la consommation. Donc là, on avait deux approches. Une approche qui est à long terme, il faut d'abord lancer de grands travaux, faire des investissements, ça va créer des emplois donnant du pouvoir d'achat. Une autre approche qui est à court terme, qui est de dire, les gens font tout de suite, on leur donne un chèque, il faut qu'ils mangent. Alors vous voyez bien que chacun avait raison quelque part, parce que si on veut lancer des grands travaux, c'est peut-être dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans que ça porte des fruits, mais tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Mais si on se dit aussi, on donne juste des chèques aux gens, sans penser à un investissement stable et durable, naturellement ça sera une solution à court terme et on ne va pas plus loin. Donc c'est deux approches, chacun avait raison quelque part et puis il fallait réconcilier les deux approches. Ça c'était au niveau des pays. Maintenant à l'échelle internationale, puisqu'il fallait donner une réponse globale, on a mis sur pied ce qu'on appelait le G20, dans lequel Obama, qui est anglo-saxon, pays d'Amérique du Nord, États-Unis, dit à ses amis européens, pour qu'on sorte de la crise, il faut que vous en Europe, vous essayez de faire en sorte qu'on relance la consommation. Faites tout pour qu'il y ait des transactions, qu'il y ait la consommation, ça va démarrer. De l'autre côté de l'Atlantique, Sarkozy et Merkel lui disent, c'est bien, c'est pas ce que tu nous racontes Obama, mais pour l'instant, on ne peut pas relancer la consommation tant qu'on n'a pas revu le système. S'il y a un problème aujourd'hui, c'est parce que dans le système, il y a eu une faille. Alors, quand tu d'injecter l'argent sans avoir réglé le problème, c'est comme arroser le désert. Donc, il faut d'abord, on va injecter de l'argent comme tu demandes, ça c'est clair, mais avant ça, il faut moraliser le capitalisme. Il faut revoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le dispositif. Il faut retoucher, il faut repenser le modèle carrément, il faut repenser le système. Une fois qu'on doit repenser, naturellement, on va faire des investissements qu'il faut. Là encore, vous voyez que chacun des deux a raison quelque part. Il faut bien des investissements tels que le demande Obama. Il faut des transactions, il faut du commerce, il faut de la consommation. Mais on ne peut pas consommer juste comme ça, comme si rien ne s'était passé. Il y a quelque chose. On ne peut pas juste relever les banques, les recapitaliser et puis dire, that's it, on redémarre, tout bête. Il n'y a pas de problème, ça ne peut pas se terminer juste avec une tête dans le dos. Il faut revoir les choses. Il y a eu de la spéculation, il y a eu un capitalisme sauvage qui n'a pas fonctionné. Donc, quelque part, il faut reconstruire les deux modèles. Donc là, vous voyez que les deux ont raison, et puis c'est une question d'approche. Il faut voir comment réconcilier les approches. Donc c'est la petite histoire que je voulais raconter pour débuter, et puis vous verrez pourquoi je l'ai raconté au départ. Parce que tout à l'heure, dans ce qu'on va proposer, c'est justement un système, un modèle
un dispositif qui permet de réconcilier tous ces modèles-là, de réconcilier toutes ces propositions qui sont intéressantes chacune avec ses faiblesses et lacunes, mais réconcilier des modèles de ce genre. Alors, il est naturellement question de faire un lien entre tous ces éléments-là et les objectifs du millénaire pour le développement. Les objectifs du millénaire pour le développement, je ne veux pas revenir dessus de long en large puisque mon frère et confrère l'a si bien fait. Il faut juste dire, en 2011, on s'est dit qu'au 2015, il y a 8 objectifs. C'était 8 objectifs qu'il fallait atteindre pour 2015, pour le 31 décembre 2015, pour être plus précis. Alors, les 8 objectifs, je vais peut-être en présenter sur les deux premiers, qui sont vraiment importants. Le premier, c'était quoi? Enfin, tous sont importants, mais ce qui nous concerne de plein fouet, la réduction de la pauvreté. C'était le premier objectif. Le deuxième, c'était justement la scolarisation et tout, réduire l'analphabétisation. Quand on regarde aujourd'hui à l'échelle mondiale, aujourd'hui, alors qu'on est à 869 jours de la date butoir, plus la date butoir sur 31 décembre 2015. Quand on a 869 jours, est-ce que les objectifs sont atteints? Poser la question, c'est y répondre. Quand vous regardez aujourd'hui dans le monde, est-ce qu'on a réduit significativement la pauvreté? La question ne se pose même pas. Et il y a encore près d'1,2 milliard d'individus sur la planète qui vivent dans l'extrême pauvreté. Il y a encore un individu sur 8 dans le monde qui dort affamé. Est-ce qu'on peut dire qu'on a réduit la pauvreté? Donc, à 869 jours de la date butoir, c'est loin d'être atteint, comme il le mentionnait au niveau du Togo, mais même à l'échelle mondiale, ça ne fonctionne pas. On voit bien que ça n'a pas marché. Il y a eu plusieurs initiatives, il y a eu des modèles, l'Union européenne a tenté des choses, l'OCDE, ainsi de suite. Ça n'a pas fonctionné. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le problème est encore là. Est-ce que l'analphabétisation est derrière nous? Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, il faut bien se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Quand on regarde les résultats aujourd'hui, quand on regarde la date butoir, qui est pour bientôt, est-ce que tout a fonctionné? Et moi, au-delà de ça, moi, je vais inviter à faire un double diagnostic. Parce que les chiffres que j'avance, ça, c'est la moyenne à l'échelle mondiale. Mais il faut bien dire qu'il y a des zones dans le monde qui sont encore plus touchées que d'autres. Donc, quand je dis en moyenne, il y a une personne sur 8 dans le monde qui doit affamer, c'est sûr que quelque part en Afrique, le ratio est beaucoup plus élevé que ça. Ça, c'est une moyenne mondiale. Donc, ça veut dire que, oui, les objectifs du millénaire pour le développement, ça, c'était un objectif à atteindre mondialement, ensemble. Mais d'un point de vue africain, vous avez un autre combat à mener parce qu'on ne parle déjà pas du même pied d'égalité que les autres. Sur le chemin du développement, on ne parle pas, la ligne de départ n'est pas la même pour tous. On ne parle pas de zéro, on parle de moins quelque chose. Donc on a autre chose à regarder, déjà qui concerne notre développement. Alors, il y a eu des initiatives sur le plan africain, d'abord pour répondre aux OMD, mais aussi sur le plan africain pour rattraper notre sous-développement. On s'est rendu compte rapidement que aujourd'hui, en 2013, on ne peut pas se développer de la même manière que les pays développés l'ont été à leur époque. Vous pensez aujourd'hui encore que le modèle de Rostow, qui est le modèle économique privé qu'on enseigne, qui dit les 5 étapes de la croissance, pour devenir pays développé, il faut passer par les préalables à la croissance, il y a le take-off, le décollage, Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, en 2013, on peut encore suivre les mêmes étapes que les États-Unis, que l'Europe occidentale ont suivi à l'époque? Non, ça ne marche pas. Le contexte n'est plus le même, la réalité n'est plus la même. Aujourd'hui même encore, je m'en souviens encore au sommet de Kyoto où on disait en 2010 il faut que certains pays arrêtent la pollution. Ils disaient aux États-Unis, écoutez, vous êtes développés en polluant, aujourd'hui vous êtes développés, vous nous dites ne polluez plus. Il faut le développement durable, il faut être écologiquement responsable. Mais si vous êtes développés, c'est parce que vous avez justement, si on est où on en est aujourd'hui, c'est parce que vous avez sérieusement, massivement pollué. Donc vous voyez qu'avec le contexte actuel où on dit tout le monde ne pollue plus, regardons la couche d'ozone et autres, c'est clair que le contexte est le même, on ne peut plus dire pas se développer de la même manière. En Afrique, on a voulu penser à un autre modèle qui a été le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement en Afrique. Le NEPAD, pour dire brièvement, c'était un peu un concept qui voulait que, bon, ok, comme on ne peut pas se développer comme les autres ont été à leur époque, il faut qu'on pense à un modèle qui veut que le développement soit basé sur un transfert de ressources du nord vers le sud. Donc, l'Occident, l'Amérique, l'Europe transfèrent suffisamment de ressources en Afrique qui pourra se développer. Sincèrement, vous croyez à ça? Tout économiste peut vous dire, aucun pays dans le monde, aucun pays ne s'est jamais développé sur la base de l'aide. Ça ne fonctionne pas. Le développement d'un pays est basé sur le travail, les investissements de ses nationaux. Il faut de l'effort, il faut de l'investissement, il faut de la production, il faut de la transformation. Donc, on ne peut pas juste dire, aujourd'hui, on nous envoie beaucoup d'argent et puis on sera bien. Non, ça ne fonctionne pas. Donc voilà pourquoi le NEPAD aussi n'a pas marché. La montagne a accouché d'une souris. Donc il y a tous ces modèles-là qui ont fait que, oui, on a voulu tester les alternatives, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, il faut un modèle qui
mettent sur pied la consommation, mais qui pensent aussi à l'investissement en même temps. Ils font ça. On ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'investissement. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'initiatives également sur le plan réglementaire, et on nous travaille tout le temps, notamment avec l'OADA, de dire on va avec le droit des affaires, on va encadrer les affaires, on va faire en sorte qu'on parle le même langage. C'est une très bonne initiative. J'en parle, j'organise tout le temps des colloques OADA. Je suis un défenseur de l'OADA. Mais ce que je dis, ce qui ne marche pas, c'est que oui, avec l'OADA, on encadre les affaires, on va structurer, on va encadrer le langage des affaires. Sauf qu'il n'y a pas d'affaires. C'est le problème, il n'y a pas d'affaires. Ça sert à quoi d'encadrer tout s'il n'y a pas d'affaires? C'est comme un système sanguin où il n'y a pas de sang qui coule. Vous pensez que ça donne quoi? Ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, il est temps de penser à une alternative crédible. Il est temps de penser à un autre modèle, à un autre système. Il faut regarder notre équation. Donc, on voit bien carrément que avec les OMD, l'objectif est d'être atteint, il y a eu plusieurs initiatives, ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, on nous propose un autre modèle qui est celui du MCMP, donc le marché des crédits en nature pérenne, comme une initiative qui pourrait venir permettre d'atteindre certains de ces objectifs qui ne nous restent qu'un peu plus de 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on regarde, alors le MCMP comme moyen d'apporter aux OMD, quel est le cœur central même de ce concept? Parce qu'en quoi est-ce qu'ils prétendent qu'ils peuvent aujourd'hui permettre d'atteindre les OMD? C'est que le concept central veut qu'il y ait un minimum qui soit garanti pour tous. C'est quand j'ai regardé le concept, c'est d'abord ça que je vois. Le minimum qui est garanti pour tous. Parce que tout à l'heure, je vous parlais des 2 modèles. Il faut investir, d'accord, pour qu'il y ait une croissance à long terme, mais surtout à l'immédiat, il faut qu'il y ait une consommation. Et cette consommation-là, comment est-ce qu'elle peut être possible? Elle peut être possible parce qu'il y a un minimum d'abord garanti pour tous. Et ce minimum-là, c'est que les besoins primaires et élémentaires soient déjà satisfaits. Une fois qu'on a mangé, on a dormi, tout est clair, on peut se soigner. Maintenant, on peut réfléchir posément à la suite des investissements. Donc, j'essaie de le simplifier, de vulgariser, mais ça peut pas ça le cœur du concept. Alors, avec le concept du MCP qui veut un pouvoir d'achat garanti, moi je veux faire un lien immédiat avec une théorie économique qui existe. Parce que ce qu'on peut faire maintenant, ce n'est pas quelque chose qui va forcément venir en contradiction avec des choses que vous connaissiez déjà. C'est quelque chose qui veut bien faire fonctionner les modèles que vous connaissiez. En économie, il y a une théorie qui a été élaborée par Milton Friedman, qui était les décideurs en 2006, c'était un monétariste, c'était le chef de file de l'école de Chicago. Il avait mis sur pied une théorie qu'il appelait l'hypothèse du revenu permanent. Et c'était un peu une correction du modèle de John Maynard Keynes qui disait, qui était l'hypothèse du revenu absolu. Keynes disait, vous consommez par rapport au revenu que vous avez. Si vous avez 100 000, vous consommez par rapport à 100 000. Ce qui, jusqu'à un certain point, n'était pas faux. Mais Milton Friedman arrive avec quelque chose de plus raffiné qu'il appelle l'hypothèse du revenu permanent. Il explique qu'en fait, les gens ne consomment pas sur la base du revenu qu'ils ont. Pas du revenu absolu qu'ils ont, non. Ils consomment sur la base du revenu permanent. Le revenu permanent, c'est quoi? Il explique que dans votre revenu courant, donc quel revenu que vous avez chaque mois ou chaque année, il y a une composante permanente et une composante transitoire. Si j'explique plus clairement, c'est de dire, si vous avez peut-être 500 000 chaque mois, que vous avez de toutes vos sources de revenus, il y a peut-être 300 000 que vous êtes sûr qu'en permanence vous avez, il y a 200 000 qui viennent des à côté. Les à côté qui sont des éléments exceptionnels, occasionnels qui peuvent arriver. Qui explique en réalité dans votre façon de consommer. Votre équation de consommation va davantage être basée sur les 300 000 que vous êtes sûr que vous aurez tout le temps et non pas sur les 500 000. Parce que vous savez que les 200 000 sont occasionnels, ça peut être là aujourd'hui, demain ça peut ne pas être là. Donc c'est clair que vous n'allez pas consommer toujours sur les 500 000, c'est sera sur le 300 000. Donc c'est une équation assez raffinée qui effectivement s'est démontrée. Alors je fais le lien avec Milton Friedman pour montrer qu'effectivement, avec un modèle où on vous garantit un revenu, vous avez un revenu garanti, qui est récurrent, qui est permanent, qui vous assure un pouvoir d'achat constant, c'est clair que quelque part, ça vous assure aussi une consommation constante. Si vous savez que chaque mois ou chaque année, j'ai un 100 000, 200 000 qui est garanti, c'est sûr que vous pouvez planifier votre consommation là-dessus. Et cette consommation-là va être stable, va être récurrente, et justement, une addition de consommation, c'est ça qui va dynamiser l'économie et relancer le modèle. Alors, je fais le parallèle entre l'hypothèse de revenu permanent de Milton Friedman et le MCP, parce que justement, avec le MCP, on vous garantit ce revenu-là. Il y a un revenu qui est un minimum qui est garanti, il y a un revenu qui est constant, il y a un certain investissement que vous pouvez faire, un placement bancaire que vous avez en permanence et qui vous assure une consommation, qui vous assure un pouvoir d'achat. Et c'est ça qui est important dans une économie. Parce que si on veut qu'il y ait de la consommation, qui est le moteur, il faut que les gens soient sûrs qu'ils ont un revenu qui est permanent. Et là-dessus, je veux vous dire un exemple qui émane d'une étude. En plein cœur de la crise économique, justement, pendant que
d'un côté, il y avait des gouvernements socialistes de gauche qui disaient qu'il faut donner des chèques aux familles, mais non, il faut bien que ça redemande de un chèque de 1000 euros dans chaque famille. Et à droite, on disait non, il faut plutôt faire des investissements. On a mené une étude où il était question de regarder si on donne de l'argent aux gens, est-ce qu'en réalité ils vont le dépenser? On s'est rendu compte que non. Si vous faites des chèques aux gens juste comme ça, vous leur dites bon, là on est en mauvaise période, seulement ça ne va pas. On leur donne de l'argent, on leur dit bon, dépensez. Ils ne le dépensent pas. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne sont pas sûrs que demain il y aura un autre chèque. On fait une expérience, il y a deux familles, il y a deux ménages. Un ménage qui a 500 000 de revenus, mais ce revenu-là est garanti. Il est stable, il est sûr que chaque mois il a 500 000. Un autre ménage qui a aussi 500 000, mais qui n'est pas sûr que son 500 000 revient tout le temps. Vous allez voir que le ménage qui a 500 000 de revenus, qui est stable, qui a un emploi stable, durable, à long terme, lui, il va aisément dépenser, il va aisément consommer, parce qu'il sait que demain, ça se reconstitue. Mais l'autre foyer qui n'est pas sûr que demain il y aura un autre chèque, qu'est-ce qu'il fait? Il thésaurise, quand il prend son chèque, il le garde, parce qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est un raisonnement normal, c'est un réflexe normal. Une fois qu'on ne sait pas si demain on aura un autre, on le garde. Donc ça, c'est pour insister vraiment sur la nécessité d'avoir un revenu minimum garanti. Parce que si on a ce revenu minimum garanti, ça peut aussi être le gage d'une consommation minimale garantie. Et toutes ces consommations-là vont être le facteur déclencheur de cette étincelle qui fait que l'économie décolle. Donc c'est vraiment important qu'il y ait cette disposition-là. Donc c'est l'élément, si vous deviez retenir une chose de mon intervention, je voudrais vraiment que vous sachiez qu'avec ce modèle-là, de ce que j'ai pu en comprendre, c'est qu'il y a ce minimum qui est garanti et qui lui dit capital minimum garanti, revenu minimum garanti, pouvoir d'achat minimum garanti, peut être aussi une consommation qui est assurée. C'est vrai qu'on a besoin de la consommation, et il faut donc un pouvoir d'achat pour consommer. Si on n'a pas de pouvoir d'achat, on ne consomme pas. Un autre élément qui semble intéressant avec le concept, c'est qu'ici, il y a une forme de désacralisation de la monnaie. Vous savez, si on est tous, même dans nos rapports, pas seulement à l'international économique, même dans nos rapports personnels, certains problèmes qu'on a sont liés à la monnaie, sont liés à l'argent. L'argent était supposé être un vecteur, était supposé être un relais. Je veux un bien, l'argent c'est le moyen qui permet d'acquérir le bien, mais c'est le bien qui est la finalité, ce n'est pas l'argent. Mais aujourd'hui, l'argent est devenu la finalité. On a sacralisé l'argent. Aujourd'hui, on est content d'amasser l'argent, d'accumuler l'argent, de garder dans le coffre-fort et de temps en temps, et se dire, ah non, mon argent est là, il est bien en sécurité. Pourtant, ce n'était pas ça. Donc, avec un système comme celui-là, l'idéal justement, c'est qu'on n'a pas besoin d'investir en argent. On est capable, si. Parce qu'aujourd'hui, on dit bien quoi moi, je viens du Cameroun, il y a une langue qu'on appelle le pidgin. Le pidgin qui est une forme d'anglais prédaté. Habituellement, il y a une expression, on dit you get money, you talk, you don't get money, you sleep. Yes. Si vous avez de l'argent, vous parlez, vous n'avez pas d'argent, allez dormir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas l'argent en espèces, monétairement, vous n'avez pas un capital financier, vous n'avez rien à dire. Pourtant, vous pouvez avoir autre chose à proposer. Avec ce système, on peut investir en travail. Vous n'avez pas d'argent, mais vous investissez en travail. Ce travail a une valeur qui est chiffrable et c'est ça qui fait qu'on vous garantit ce pouvoir d'achat. Et avec ce pouvoir d'achat, vous pourrez aller consommer. Donc ça fait que vous n'avez plus nécessairement besoin d'investir en argent, en liquide. Vous pouvez investir en d'autres choses. En d'autres argent, vous avez autre chose à proposer. Je pense que chaque être humain a au moins un facteur de production en sa possession. Ça peut être son intellect, ça peut être sa force de travail, ça peut être d'autres sont calés dans ça peut être tout ce que vous avez apporté. Tout ça peut être justement acceptable par le système. Donc l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Il y a une forme de désacralisation de l'argent, désacralisation de la monnaie. Je veux dire, un humain peut avoir d'autres choses à apporter que ça. Donc, c'est l'un des éléments aussi pertinents, importants et positifs du système. Autre chose éminemment important, c'est que le système, finalement, de par son approche, fait une forme de réconciliation entre le capitalisme et le socialisme. Regardez. Habituellement, on dit, si on est seulement socialiste, il y a un problème. D'accord, on va aider tout le monde. Vous voyez, les pays où on aide tout le monde. Où est-ce que ça donne envie de vivre? Un bonhomme ne travaille pas, il a de l'argent quand même. Ça fait que le jour où on lui donne un travail, il s'est dit, bon, si je travaille, on me donne 200 000. Je ne travaille pas, j'ai 150 000. Bon, je reste à la maison, moi je ne travaille pas et que j'ai mon argent. Donc vous voyez, les effets pervers. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les gens. Il y a des gens vraiment qui sont dans le besoin qu'il faut aider. De la même manière, si on va juste dans le capitalisme, où on dit, vous avez de l'argent, vous parlez, vous n'avez pas d'argent, vous ne faites rien. Ou alors, si on dit que vous n'avez pas de poids économique, vous ne valez rien, il y a un problème aussi. Avec un modèle comme celui-ci, on réconcilie
capitalisme et socialisme. Je vais vous dire pourquoi. Les fondamentaux du capitalisme, c'est quoi? C'est la propriété privée, la quête du profit, la concurrence, la libre entreprise. La libre entreprise, j'ai rien contre. Les gens sont libres de lancer ce qu'ils veulent. Ça, c'est bon dans le capitalisme. Pourquoi est-ce qu'on va interdire ça? La propriété privée, vous voulez avoir ce qui vous appartient à vous. De prime abord, c'est pas mauvais. La concurrence, tant qu'elle est saine, tant qu'elle est parfaite, tant qu'elle est encadrée, aucun problème. Mais dans la quête du profit, c'est là où on peut se dire, est-ce qu'il faut faire des profits, certains profits à tout prix ou à tous les prix? C'est là où parfois ça pose problème. Donc, dans le capitalisme, il y a des choses intéressantes. Dans le socialisme aussi. Et ici, on réconcilie les deux. Pourquoi? Parce que le modèle prend ce qu'il y a de bon dans le capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme d'entrepreneur versus le capitalisme spéculateur. Moi, je me suis dit, tant que c'est un capitalisme d'entrepreneur, c'est pas mauvais. Hein? Capitalisme d'entrepreneur, c'est quoi? C'est de dire, je crée un produit ou un service, je le vends, en contrepartie, j'obtiens quelque chose. J'obtiens une richesse. Et cette richesse, je la redistribue. Ceux qui ont travaillé, les employés qui ont leur part, ceux qui ont mis leur capital, les assurés ont leur part. Ce n'est pas mauvais. C'est de la redistribution de la richesse. Ce qui est de mauvais, c'est le capitalisme de spéculation. C'est-à-dire que la richesse que je gagne, que j'obtiens, n'est pas la contrepartie d'une plus-value que j'ai apportée à l'économie. Le capitalisme de spéculation, c'est quoi? Je place mon argent, ou alors j'achète un immeuble, j'attends quand le marché est correct, les prix flamment, je le vends, j'encaisse l'argent. Pensez ce bénéfice que j'ai, la contrepartie, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai apporté concrètement? Ou alors j'ai placé mon argent dans les paradis fiscaux, j'ai acheté certains titres financiers en bourse, je garde, et puis une fois que le prix monte, je sors que là c'est bon, je vends, j'attends quand ça baisse, j'achète, quand les prix montent, je vends. Là, au fond, est-ce que j'apporte quelque chose? C'est un capitalisme, je veux gagner, il y a un profit que je veux obtenir. Mais est-ce que c'est un profit qui en contrepartie correspond à quelque chose que j'ai donné à l'économie? Est-ce qu'il y a une plus-value? Est-ce qu'il y a de la valeur qui a été créée? La réponse est non. Et sachez que chaque fois que quelqu'un fait des profits comme ça, des profits mirobolants, quelque part aussi, il y a quelqu'un qui perd. Ça peut pas être contre winner-winner dans ce type d'équation-là. Si vous faites de super profits dans ce sens-là, sans avoir apporté en contrepartie un bien ou un service, quelque part, ça veut dire qu'il y a une personne qui perd. Et c'est pourquoi le système, à un moment donné, clash. Parce que ça crée des disparités, de grosses disparités, et ça clash. Alors, dans le capitalisme d'entrepreneur, ce qu'on souhaite, c'est que vous créez un produit ou un service, vous le vendiez, vous avez la contrepartie et vous redistribuez la richesse entre tous ceux qui ont contribué à le façonner. Ceux qui ont apporté le capital, ceux qui ont apporté le travail, ceux qui ont apporté les autres facteurs de production, ça c'est intéressant. Donc, on revient au système. Le système veut que, naturellement, on garantisse le minimum pour tous. Ça, c'est un aspect social. C'est important qu'il y ait des amortisseurs sociaux. C'est important qu'il y ait des matelas sociaux. Et que chaque personne sache que même si je chute, j'ai au moins un matelas pour amortir la chute. J'ai un minimum, un seuil en deçà duquel je ne peux pas tomber. Ça, c'est sécuritaire, c'est sécurisant. Mais de l'autre côté aussi, il ne faut pas l'excellence. Il faut que chaque personne sache que si je travaille plus, si j'investis plus, si je mets plus d'efforts, j'aurai également la possibilité d'obtenir un peu plus. Parce que l'égalité, ce n'est pas de donner à tout le monde la même chose. Non. L'égalité, c'est de donner à chacun selon ses mérites, selon ses efforts, selon ses besoins. Mais il faudrait également que chaque personne sache que si je me mets plus, on va pas me donner exactement la même chose que celui d'à côté. Parce que ça tue l'effort. Si je sais que je travaille et puis à la fin, j'ai exactement la même chose que l'autre, c'est pas bon. Donc il faudrait qu'il y ait une culture d'excellence. Donc avec ce modèle, oui, on a le minimum de base, qui est le caractère social, mais on a aussi la compétitivité, on a l'effort qui est requis, qui sont les éléments positifs du capitalisme. Et naturellement, avec tout ça, on revient à l'économie réelle, contrairement à l'économie financière. Parce que si on est arrivé à la crise, c'est parce qu'on avait délaissé l'économie réelle pour l'économie financière, la spéculation. Là, on revient à l'économie réelle. Les gens ne consomment que ce qui correspond à leur pouvoir d'achat. Les gens ne vivent pas au-delà de leurs moyens. On ne va vous permettre d'investir ou d'obtenir des produits qu'à hauteur de ce que vous avez marqué comme effort ou comme financement. On ne va pas vous dire, monsieur, prenez tel montant, alors qu'on sait bien que vous n'avez pas les moyens de le rembourser. Donc, on revient à l'économie réelle. Il y a quelque chose qui m'avait frappé en 2009, quand la crise a commencé à retomber. J'ai lu le magazine Forbes où on me disait Bill Gates est devenu l'homme le plus riche du monde en 2009, mais sa fortune est passée de 59 milliards à 30 milliards. Incroyable, en 2007, il était à 59 milliards. En 2009, 2 ans plus tard, il tombe à 30 milliards. Entre-temps, il n'a rien vendu, sa société est toujours là, il n'a rien perdu. Comment ça se passe? En réalité, vous savez comment la fortune de Bill Gates est calculée?
c'est qu'elle peut suivre la valeur des actions de Microsoft dont il est le principal propriétaire en bourse. Si Microsoft a des actions qui valent aujourd'hui 500 000, on multiplie 500 000 par le nombre d'actions qu'il a, on voit quelle est sa valeur. Demain, comme en bourse ça fait ça, l'action tombe, on voit qu'en fait c'est du vent. Il n'a jamais vu 59 milliards en banque, il n'a jamais vu des immeubles d'une valeur de 59 milliards. 59 milliards dont on parlait, en fait, c'était une valeur spéculative qui était basée sur le prix de ses actions en bourse. Des prix qui, justement, du jour au lendemain, on l'a bien vu, peuvent chuter. Donc, vous voyez un peu ce que la déconnexion avec l'économie réelle peut faire. Donc, Bill Gates, admettons qu'en 2008, il avait dû faire un emprunt, un endettement. Il aurait dû emprunter sur la base de que, bon, j'ai une garantie de 59-60 milliards, j'ai une fortune élevée à près de 60 milliards, donc je m'endette, la concurrence fait ça. On aurait pu lui donner cet argent. Mais imaginez en 2009, quand on dit que sa fortune finalement n'est que de 30 milliards. Vous voyez ce que ça fait? Parce qu'en fait, on a quitté l'économie réelle, on est parti dans le spéculatif, on est dans le vent. Et tous les problèmes qu'on a eu jusqu'ici, c'est parce que les gens ont vécu au-dessus de leurs moyens. Il y a une déconnexion entre la masse monétaire et la base monétaire. Les gens ont pris les biens et services qui ne correspondaient plus à leur capacité même de financement. Donc, avec un modèle de ce genre, on revient à une économie réelle. On va lentement, mais on va sûrement. Les gens ne consomment qu'à hauteur de leur capacité, les gens ne consomment qu'à hauteur de leur réel pouvoir d'achat. S'ils peuvent consommer plus, ils ont plus d'efforts à faire pour accroître leur pouvoir d'achat, ce qui va leur garantir naturellement notre consommation. Mais au moins, dans ce cas, on sait qu'il n'y a pas un clash en bout de ligne. Alors maintenant, pour continuer, ce que je vais évoquer par contre, c'est qu'un modèle comme celui-là, naturellement, tout est beau, tout est sympa, mais il y a des défis, surtout à l'international, puisque justement, mon rôle, c'est de parler de l'aspect international. Pour que ça marche bien, et on l'a bien vu avec d'autres modèles économiques, notamment les marchés financiers que j'utilise beaucoup. J'aime d'ailleurs combien un livre là-dessus sur les conditions de viabilité de marché financier. On a bien vu que pour que le marché décolle, on a besoin d'une taille critique. Et dans ce modèle également, je pense que ça va être la même chose. Pour que ce modèle-ci fonctionne, c'est sûr que vous êtes 2, 3, 4, 5, 6, 700 personnes, ça aura du mal à décoller. Pour que ça marche bien, il faudrait qu'il y ait une taille critique, qu'il y ait un certain nombre, un nombre de personnes en masse pour faire décoller. Parce que pour que ça marche, il faut qu'il y ait beaucoup d'opérateurs qui proposent des produits et services dans le réseau, qu'il y ait beaucoup d'opérateurs qui s'engagent dans le réseau. Si vous n'êtes que 10, ça aura du mal à décoller. Donc il faut vraiment des milliers de personnes, des milliers d'opérateurs, que ce soit les personnes physiques, les personnes morales, et qu'il y ait des gens qui proposent la force de travail, d'autres qui proposent du capital, d'autres qui proposent des produits et services. Avec un réseau dense, un réseau immense, un tissu économique élevé, ça prendra la flamme et puis ça pourra décoller. Donc en termes de défi, c'est qu'il faut vraiment pour que ça marche, j'ai envie de dire, en plein, que ça marche d'un point de vue optimal, que ce soit optimisé, que ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait un nombre minimal de personnes. Et j'imagine que c'est dans cet état d'esprit, on parlera tout à l'heure, qu'il est envisagé un recrutement massif. Parce qu'il faut vraiment ça pour que ça décolle. Si on est juste quelques personnes, on aura du mal à atteindre la vitesse de croisière. L'autre chose, à l'international, parce que ça c'est un modèle qui fonctionne, au Togo, qui pourrait bien fonctionner au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria. Mais maintenant, si on veut interconnecter les pays, faire en sorte que quelqu'un qui est au Cameroun, au Nigeria, au Bénin, puisse consommer des produits qui sont disponibles au Togo, il y aura, je le pressens, un problème de parité. Parce que le système, vous le savez bien, et on aura l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure, veut qu'avec votre pouvoir d'achat, vous puissiez obtenir des biens et services dans le réseau. Maintenant, au Togo, on a la même réalité quasiment socio-économique, les biens valent à peu près la même chose plus tendue d'Ivoire. Mais si quelqu'un du Bénin ou quelqu'un de la Côte d'Ivoire, je dirais même quelqu'un du Ghana, veut quelque chose qui se trouve au Togo, et je crois que là, il faudra définir des questions de parité. Parce que vous le savez bien, une règle économique élémentaire veut que la valeur d'un bien économique réside dans sa rareté. Ça veut dire que si un bien est rare, il a de la valeur, s'il n'est pas rare, s'il est banal, il perd de la valeur. Donc quelque chose qui peut avoir une certaine valeur au Togo peut ne pas avoir la même valeur au Ghana. Donc un Ghanéen qui veut s'approvisionner sur le marché togolais, il est fort probable que le prix, le montant que vous le proposez pour ça, ne soit pas nécessairement le même montant que lui perçoit, en raison du fait que dans les deux pays, le bien n'a pas nécessairement la même valeur. Donc je crois qu'il y aura des questions de parité à l'international. Un Américain qui veut obtenir un bien ici également,
dépendamment de quelle est la perception de la valeur de ce bien sur son territoire, compte tenu de ce que c'est rare ou ce n'est pas rare, il y a de fortes chances qu'on s'entende peut-être pas sur les pages. Donc ce sont des questions qu'il faudra définir pour une ouverture à l'international. Et naturellement, pour que tout ça fonctionne, qu'un système comme celui-là fonctionne, il faut une plateforme, un dispositif, un outil fiable. Parce que s'il y a plusieurs consommateurs, plusieurs producteurs, plusieurs apporteurs, plusieurs entreprises qui sont connectées au réseau, pour faire, parce que c'est toute une économie qui est un modèle économique qui est lancé là. Pour que le tout fonctionne, il faut que chacun, et on le sait bien, doit avoir un compte. Il faut que tous les comptes soient centralisés. Il faut qu'il y ait un outil, un logiciel, un dispositif, une plateforme qui puisse comptabiliser, faire la comptabilité de tout un chacun. Qu'on puisse savoir quelle est la situation réelle de chaque personne en termes d'investissement, en termes de revenus, en termes de salaire, en termes de pouvoir d'achat. Donc il y a une plateforme qui permet de gérer tout ça et de centraliser tous les mouvements, toutes les transactions et les états de chaque individu. Donc là-dessus, je pense aussi que c'est un point qui est déjà, où la réflexion a déjà commencé. Ça tombe bien parce que le promoteur va parler juste après moi, et où il y a un logiciel qui est mis en œuvre. Donc là-dessus, il faudra s'assurer que le logiciel soit le plus fiable aussi pour gérer tout le système. Et peut-être une recommandation que je pourrais aussi avoir dans ce sens, c'est que là j'ai vu qu'il y avait plusieurs produits, notamment au niveau du revenu, des salaires, de l'investissement, et chacun de ces produits-là était relié à une carte. Naturellement, à long terme, s'il y a une possibilité d'avoir une carte unique ou un numéro d'identifiant unique par personne, qui fait que tous vos comptes, votre compte investissement, votre compte salaire, votre compte revenu, tout ça soit relié à la même carte pour ne pas tréballer 10 000 cartes sur vous avec 10 000 mots de passe, qui est une seule carte. Dans les pays aux États-Unis, au Canada, actuellement, il y a ce qu'on appelle le numéro d'assurance sociale. Une fois que vous donnez seulement ce numéro à 9 chiffres à quelqu'un, il est capable de savoir exactement quelle est votre situation du crédit, est-ce que vous devez de l'argent à quelqu'un. Avec seulement ce numéro, on retrace tout votre historique dans le pays. Si vous avez déjà fraudé au métro, on le saura. Si vous avez déjà géré votre capital, on le saura. Donc, un numéro qui retrace tout votre historique. Donc, j'imagine avec un numéro d'identifiant personnel pour chaque personne, peut-être une seule carte, on pourrait raccorder tous les services ou alors tous les. Il peut toujours avoir naturellement plusieurs comptes, mais tous les comptes étant rattachés à une unique carte et à un seul numéro, pour pas que les gens aient 10 000 cartes à gérer. Donc, ça, c'est en termes de recommandations ce que je pourrais apporter. Je l'ai précisé dans ce jeu, moi, j'agis comme scientifique, comme chercheur, donc je regarde le système, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui serait d'améliorer. Et naturellement, une question, la dernière que j'ai, avant de passer la parole au promoteur, c'est de savoir un système comme celui-là, et bon, naturellement, c'est pas moi qui ai au contact, c'est à vous. Est-ce que c'est un système qui est étudié pour suppléer, compléter ou remplacer le système économique actuel? Est-ce qu'on va évoluer parallèlement à celui-là? Est-ce qu'on veut l'accompagner, l'appuyer? Est-ce qu'on veut le remplacer en bout de ligne? Donc c'est sur ça que je termine. Merci beaucoup, merci pour votre bien aimable attention.